Le silence de Bay City, Michigan, était une étoffe épaisse, tissée de principes catholiques et de l'écho lointain des cloches de l'église, un tissu que la petite Madonna Louise Ciccone, née au milieu des années 50, cherchait déjà à déchirer. Sa maison était un sanctuaire, imprégné des effluves de cire des abeilles et des encens, où les statues de la Vierge Marie veillaient sur des enfants aux genoux écorchés par les jeux et les prières. Elle grandissait, sixième d'une fratrie qui s'agrandissait, sous le regard tendre et omniprésent de sa mère, Madonna Fortin Ciccone, une femme d'une beauté calme, dont les mains portaient la douceur des caresses et la force silencieuse de la foi. Les après-midi d'été s'étiraient, lourds de promesses de rire et de glace fondue, les soirées résonnaient des mélodies italiennes que son père, Silvio Ciccone, entonnait parfois, un homme dont l'autorité paternelle était aussi palpable que le parfum du bois qu'il sculptait dans son atelier. Le monde de Madonna était alors un cocon, chaud et sécurisant, mais déjà, une flamme dansait au fond de ses yeux clairs, une étincelle d'indépendance qui contrastait avec la docilité attendue. Elle observait, absorbait, et parfois, osait une question trop directe, un geste trop audacieux pour une fille de son âge. Le jardin, avec ses rosiers grimpants et ses parterres ordonnés, était son premier théâtre, où elle inventait des histoires, des pas de danse, des rôles. Elle se sentait observée par les seins de plâtre, mais aussi par un public invisible, déjà avide de ses performances naissantes. Puis, est l'ombre, une ombre froide, insidieuse, qui s'allongea sur la maison. La maladie, le cancer, le corps de sa mère, autrefois si plein de vie, se rétracta, se vida, transformant la douceur en une fragilité déchirante. Les rires se firent rares, remplacés par le murmure des prières et le froissement des draps. Madonna, à peine âgée de 5 ans, sentait le changement, elle et s'épaissir d'une tristesse qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais dont le poids elle écrasait. Elle se souvient des mains de sa mère, devenues diaphanes, des baisers qui portaient déjà le goût amer de elle à Dieu. La mort de sa mère, en 1963, fut un séisme silencieux, un gouffre qui s'ouvrit sous ses pieds innocents. La maison, autrefois vibrante de vie, devint un mausolée, imprégné du vide laissé par l'absence, du parfum des fleurs de deuil qui se fanaient. Le deuil fut une chape de plomb. Silvio, son père, endurci par la perte, durcit ses propres règles, croyant que la discipline serait le rempart contre le chaos émotionnel. Il se remaria, apportant une nouvelle mère, Joanne, dans un foyer déjà brisé. Pour Madonna, ce fut une double trahison. Le sentiment d'abandon, déjà si vif, se mua en une colère sourde, une graine de rébellion qui germait dans son cœur d'enfant. Elle se sentait invisible, incomprise, et la seule façon d'exister était de provoquer, de défier les attentes. Chaque règle enfreinte était un cri, chaque affront une tentative désespérée d'attirer l'attention de ce père distant, de cette nouvelle figure maternelle qu'elle rejetait. Elle se forgea une carapace, dure et brillante, pour ne plus jamais ressentir cette impuissance, cette solitude qui avait déchiré son enfance. La douleur, elle le décida inconsciemment, ne serait plus jamais une faiblesse, mais un moteur, une source de puissance inépuisable. La quête de reconnaissance et d'amour, masquée par son défi, était déjà le fil rouge de son existence. Les années 70 s'étiraient, lourdes de l'ennui des banlieues et des attentes suffocantes d'une famille italienne catholique. Madonna Louise Ciccone, désormais une adolescente aux contours plus affûtés, sentait les murs de Bay City se refermer sur elle. Elle était une étrangère dans son propre foyer, une âme en quête de son propre écho, dont les aspirations artistiques et l'esprit rebelle se heurtaient sans cesse à l'autorité de son père, Silvio. Les tensions étaient palpables, silencieuses comme la poussière sur les meubles anciens, mais prêtes à exploser à la moindre étincelle. Elle rêvait de scènes, de lumière, de foules hurlantes, tandis que son père rêvait pour elle d'un mariage et d'une vie rangée. En 1978, à l'âge de 20 ans, le point de rupture fut atteint. La décision, mûrie dans le secret de ses nuits blanches et de ses journées passées à répéter des chorégraphies inventées, fut irrévocable. New York, la ville qui ne dort jamais, le creuset de tous les possibles, elle aimant des âmes perdues et des artistes affamés. Elle quitta le Michigan avec une valise légère et $35 en poche, une somme dérisoire qui symbolisait à la fois son audace et sa vulnérabilité. Le car Greyhound, crachant ses fumées diesel, la transporta loin des champs de maïs et des préjugés, vers un horizon de gratte-ciel et de néon. L'arrivée à New York fut un choc sensoriel. Le rugissement incessant de la circulation, l'odeur âcre des poubelles mêlée au parfum sucré des bagels chauds, la cacophonie des langues et des klaxons. La ville était une bête sauvage, magnifique et terrifiante. Elle atterrit dans un loft froid et délabré, sans chauffage ni eau chaude, dans un quartier où la survie était un art. Les premiers mois furent un combat quotidien. Petit boulot précaire, vendeuse dans un Dunkin', donut, serveuse dans des diners crasseux, modèle des arts pour des étudiants fauchés. Chaque dollar gagné était une victoire, chaque repas une bénédiction. La faim était une compagne constante, un rappel brutal de sa détermination. Mais New York offrait aussi ses trésors cachés. Les clubs enfumés du centre-ville, où la musique pulsait comme le cœur de la ville, devinrent son refuge, son école.
Le Mud Club, le Danceteria, le CBGBS-LSY immergeaient, observant, apprenant, absorbant et l'énergie brute de la scène artistique underground. Elle rencontra des âmes sœurs, des marginaux comme elle, des artistes en herbe qui partageaient sa soif de reconnaissance. Elle rejoignit diverses formations musicales, d'abord comme batteuse dans Breakfast Club, puis comme chanteuse dans Zemi. Les répétitions se déroulaient dans des garages mal éclairés, des sous-sols humides, où l'écho de leurs instruments se mêlait au bruit de la ville. Les mélodies étaient brutes, les paroles encore incertaines, mais la passion était là, palpable, électrique. Marie-Paul, une artiste et styliste excentrique, devint l'une de ses premières amies et confidentes. Elle vit en Madonna une étincelle unique, un mélange de vulnérabilité et d'une force farouche. Les nuits passées à discuter dans des cafés bruyants, les journées à fouiller les friperies pour se créer un style, tout contribuait à forger l'identité de Madonna. Elle était une outsider, certes, mais une outsider qui refusait de rester dans l'ombre. Chaque porte claquée, chaque audition ratée, chaque critique acerbe ne faisait que renforcer sa résilience. Elle se sentait à sa place dans ce chaos, cette ville qui la mettait à l'épreuve, la poussait à se dépasser. La soif d'expérimentation était insatiable, la détermination à percer, inébranlable. Chaque obstacle devenait un tremplin, chaque épreuve une leçon. New York était son forge, et elle en sortirait, elle le savait, plus forte, plus dure, plus brillante. L'année 1982 fut un tournant, un murmure qui allait bientôt se transformer en hurlement. Madonna avait peaufiné son art, affiné son style, et surtout, elle avait trouvé sa voix. Elle avait rencontré Stephen Bray, un ami de longue date et collaborateur musical, avec qui elle avait coécrit plusieurs démos. Ces cassettes, bricolées avec les moyens du bord, portaient en elles l'énergie brute d'une artiste prête à conquérir le monde. C'est grâce à ces démos qu'elle rencontra Seymour Stein, cofondateur de Sire Records, un homme visionnaire qui, depuis sa chambre d'hôpital, perçut l'étincelle. Il avait écouté Everybody, une mélodie entraînante, un rythme irrésistible, et il avait su. Il avait su que cette jeune femme aux yeux perçants était l'avenir. La signature du contrat avec Sire Records fut plus qu'une simple formalité. Ce fut un acte de foi, une porte ouverte sur un monde qu'elle avait si longtemps désiré. L'effervescence des studios d'enregistrement, l'odeur des consoles, le bourdonnement des machines, tout était nouveau, grisant. Everybody, sorti en 1982, un single qui fit vibrer les clubs de danse new-yorkais. Le son des synthétiseurs, des rythmes entraînants, la voix de Madonna, à la fois douce et assurée, captivèrent les foules. Elle se produisait dans les clubs, ses cheveux ébouriffés, ses bracelets cliquetants, son énergie contagieuse. Les DJ la passaient en boucle, les danseurs se déchaînaient. C'était le début, un doux prélude à la symphonie à venir. Puis vint Burning Up, en 1983, un autre succès qui consolida sa place sur les ondes radio et dans les cœurs des clubbers. L'atmosphère était électrique, une effervescence de découverte. Le grand public commençait à murmurer son nom, à s'interroger sur cette nouvelle icône à l'image provocatrice et festive. Son premier album éponyme, Madonna, sorti la même année, propulsant des titres comme Holiday et Borderline au sommet des charts. C'était une explosion de joie, une célébration de la vie, de la danse, de la liberté. Madonna était partout. Ses clips vidéo, simples mais efficaces, montraient une jeune femme pleine de vie, qui s'amusait, qui dansait avec une énergie folle. Elle ne se contentait pas de chanter, elle incarnait la musique, la vivait. L'exaltation était palpable, le sentiment de validation immense. Après des années de lutte, de doute, de petits boulots ingrats, elle tenait enfin sa revanche. Mais au-delà de la joie, il y avait une conscience aiguë, une lucidité froide. Elle savait que le succès était éphémère, que l'industrie était impitoyable. Il fallait contrôler son image, sa carrière, chaque détail. C'était une faim insatiable, une soif de plus, de toujours plus. Elle n'était pas seulement une chanteuse, elle était une stratège, une architecte de son propre destin. Chaque succès était un tremplin, chaque compliment un encouragement à viser plus haut, à défier les limites. La nouvelle icône était née, et elle était prête à tout pour s'assurer que le monde entier le sache. L'année 1984 marqua le grand basculement, le moment où Madonna cessa d'être une simple étoile montante pour devenir une galaxie à elle seule. L'album Like a Virgin fut un phénomène culturel, un raz-de-marée qui submergea la planète. La chanson-titre, avec ses paroles audacieuses et son rythme irrésistible, devint un hymne, un cri de ralliement pour une génération en quête de liberté. Mais ce fut sa performance aux MTV Video Music Awards de 1984 qui cimenta son statut d'icône. La scène, baignée d'une lumière tamisée, l'attendait. Elle apparut dans une robe de mariée blanche, une ceinture, boy toy, autour de la taille, un voile flottant. La foule retint son souffle. Et puis, la musique commença. Elle se roula sur le sol, exposant ses sous-vêtements de dentelle, ses jambes nues, dans des poses suggestives, provocantes. Le public était stupéfait, choqué, fasciné. Les critiques hurlèrent au scandale, les moralistes se mirent en rogne, mais le monde entier ne parlait que d'elle. Cette performance, audacieuse, calculée,
était un coup de maître, une déclaration d'indépendance artistique et sexuelle. Elle avait brisé les codes, défié les conventions, et le public l'avait adorée pour ça. La célébrité explosa, un tourbillon médiatique qui l'emporta. Les flashs des paparazzis crépitaient à chaque pas, les magazines se l'arrachaient, les fans l'acclamaient avec une hystérie sans précédent. Elle était partout, son visage sur toutes les couvertures, sa musique sur toutes les lèvres. Sa vie privée, autrefois l'apanage de son cercle intime, devint un spectacle public. Et au cœur de cette tornade, une histoire d'amour. Sean Penn, l'acteur au regard intense et à la réputation sulfureuse, entra dans sa vie. Leur mariage, en 1985, fut un événement planétaire, un conte de fées moderne teinté de controverses, où la passion se mêlait à la violence des médias. Les photos volées de leurs moments intimes, les altercations avec les paparazzis, tout contribuait à alimenter la fascination du public pour leur relation tumultueuse. Madonna était au sommet du monde, ivre de cette célébrité, de ce pouvoir qu'elle exerçait sur des millions de personnes. Mais cette ascension fulgurante s'accompagnait d'une intrusion grandissante dans sa vie privée, une lutte constante pour maintenir une forme d'intimité. Elle était à la fois la reine de la pop, la provocatrice audacieuse, et une femme vulnérable, cherchant à se protéger des regards indiscrets. La dualité entre la performance publique et la vulnérabilité personnelle était devenue la pierre angulaire de son existence. Elle avait appris que la célébrité était une cage dorée, mais elle avait aussi compris comment en utiliser les barreaux pour façonner son propre récit, pour transformer chaque controverse en un amplificateur de son message. Elle était passée d'une artiste prometteuse à une icône mondiale, et le chemin qu'elle traçait était pavé d'audace, de scandale et d'une détermination inébranlable. L'année 1986 vit la sortie de l'album True Blue, une œuvre qui, en surface, semblait adoucir les angles de l'icône rebelle. Dédicacée à Sean Penn, The Coolest Guy in the Universe, il l'a montrée sous un jour plus romantique, plus accessible, avec des titres comme Papa Don't Preach et Open Your Heart, qui résonnaient avec des millions de fans. L'album fut un succès mondial retentissant, consolidant sa position au sommet de l'industrie musicale. Les clips vidéo étaient stylisés, visuellement riches, et Madonna, avec ses cheveux courts peroxydés et son look inspiré du glamour hollywoodien des années 50, était une vision de sophistication et de force. Pourtant, derrière les paillettes et les chiffres de vente, les fissures de sa vie personnelle commençaient à apparaître. La relation avec Sean Penn, passionnée et destructrice, était un secret de polichinelle. Les rumeurs de disputes violentes, les arrestations de Penn, la pression médiatique incessante, tout contribuait à un climat de turbulence. Le divorce, prononcé en 1989, fut une période de douleur intense, une blessure ouverte que Madonna, fidèle à elle-même, allait transformer en art. C'est de cette douleur, de cette introspection, que naquit l'album Like a Prayer. Cet opus fut une exploration audacieuse et profondément personnelle des thèmes qui avaient toujours hanté son existence, la religion, la famille, la sexualité, la perte et la rédemption. Chaque chanson était une confession, chaque mélodie un cri de l'âme. Elle collabora à nouveau avec Patrick Leonard, dont la finesse musicale permit de donner corps à ses visions les plus intimes, créant des arrangements luxuriants et des mélodies entrelacées de gospel et de pop. Le clip vidéo de Like a Prayer fut un choc frontal, une provocation délibérée qui allait secouer le monde entier. Réalisé par Mary Lambert, il montrait Madonna témoin d'un meurtre, puis cherchant refuge dans une église, où elle embrassait un saint noir qui prenait vie. Les images de croix en feu, de stigmates apparaissant sur ses mains, et la symbolique sexuelle et religieuse entremêlée, déclenchèrent une controverse majeure. Le Vatican condamna le clip, des groupes religieux conservateurs appelèrent au boycott, et Pepsi, qui avait signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec l'artiste pour utiliser la chanson dans une publicité, se rétracta sous la pression. L'atmosphère était à la controverse, mais c'était une controverse que Madonna avait orchestrée, une tempête qu'elle avait délibérément provoquée. Elle ne recula pas, elle ne s'excusa pas. Au contraire, elle se dressa, forte de sa conviction que l'art devait provoquer, interroger, déranger. Elle utilisait sa plateforme pour aborder des sujets tabous, pour défier les conventions, pour briser les silences. La douleur de son divorce, la complexité de sa relation avec son père, les interrogations sur sa foi catholique, tout fut transformé en un art puissant, cathartique. Cette période marqua une maturation artistique profonde. Madonna n'était plus seulement une pop star, elle était une artiste engagée, une philosophe de la culture pop. Elle avait trouvé une force intérieure grandissante, une détermination inébranlable à affronter le monde, à utiliser chaque critique, chaque scandale, comme un carburant pour sa créativité. Elle était prête à pousser les limites encore plus loin, à explorer les recoins les plus sombres de l'âme humaine, et à les exposer à la lumière crue de la scène mondiale. Le public était divisé entre l'adoration et la réprobation, mais une chose était certaine, personne ne pouvait l'ignorer. Et c'était précisément ce qu'elle voulait. La tempête déclenchée par le clip de Like a Prayer ne s'était pas apaisée. Elle avait au contraire gagné en violence, transformant l'air ambiant en une décharge électrique. Les échos de la controverse résonnaient bien au-delà des cercles habituels de l'industrie musicale,
pénétrant les foyers, les églises, les salles de rédaction du monde entier. Pour Madonna, ce n'était pas seulement un scandale, c'était un test, une confrontation directe avec les forces qu'elle défiait depuis toujours. Les appels incessants de son manager, les reportages télévisés qui défilaient en boucle, les manchettes criardes des tabloïds, tout convergeait vers un même point, la fureur. Le Vatican, dont la voix porte le poids des siècles, avait fulminé, condamnant sans appel la vidéo blasphématoire. Des évêques s'étaient répandus en anathème, exhortant les fidèles à rejeter cette œuvre du diable. Mais le coup le plus direct, le plus cinglant, vint de l'univers commercial. Le contrat de plusieurs millions de dollars avec Pepsi, censé sceller son statut d'icône accessible et populaire, fut brutalement annulé. Madonna se souvenait du moment où l'appel était arrivé, un après-midi de printemps où le soleil filtrait paresseusement à travers les rideaux de son appartement new-yorkais. La voix de son agent, habituellement enjouée, était tendue, presque contrite. « Ils l'ont fait, monsieur, ils ont cédé. Le contrat est rompu. » Un silence lourd s'était installé, seulement brisé par le bourdonnement lointain de la ville. Elle avait senti une morsure de déception, mais étrangement, pas de surprise. C'était le prix à payer pour l'audace. Le géant de la boisson gazeuse, dont les publicités vantaient l'unité et la joie, ne pouvait s'associer à une artiste qui osait mêler le sacré et le profane, la sensualité et la spiritualité, d'une manière si dérangeante. Le message était clair, la provocation avait ses limites, surtout quand elle touchait au dogme. Pourtant, au lieu de la plier, cette annulation ne fit que renforcer sa détermination. C'était une validation, à sa manière tordue, que son message avait frappé juste. Si elle était capable de provoquer une telle réaction chez une multinationale et une institution millénaire, c'est qu'elle touchait à quelque chose d'essentiel, de profondément ancré. Elle n'était pas incomprise, elle était simplement en avance. Son état psychologique, loin de la détresse, se teinta d'un défi nouveau, d'une conviction inébranlable. Elle était une guerrière de la liberté d'expression, et chaque attaque renforçait son armure. La controverse, loin de l'affaiblir, la galvanisait. Elle se sentait investie d'une mission, celle de démanteler les tabous, de faire voler en éclats les conventions, et d'ouvrir les esprits. La tension palpable entre sa créativité audacieuse et les tabous sociétaux ne faisait que confirmer sa voix. Elle ne reculerait pas, jamais. C'est dans ce climat incandescent que les premières étincelles du Blond Ambition Tour commencèrent à crépiter. L'idée d'une tournée mondiale était déjà dans l'air, mais l'ampleur du scandale, Like a Prayer, transforma le projet en quelque chose de bien plus grand, de plus urgent. Il ne s'agissait plus seulement de promouvoir un album, mais de faire une déclaration, de transformer la scène en un manifeste vivant. L'effervescence créative qui s'empara de Madonna et de son équipe fut presque palpable, comme un courant électrique traversant l'air. Dans les recoins discrets de son loft ou les salles de conférences anonymes, les brainstormings s'enchaînaient, des heures durant, parfois jusqu'à l'épuisement. Autour d'une table encombrée de carnets de croquis, de cassettes et de tasses de café froid, se pressaient les esprits les plus brillants et les plus audacieux de son entourage. Christopher Ciccone, son frère, était là, son œil acéré de styliste et de directeur artistique captant chaque nuance de l'humeur de Madonna, traduisant ses idées les plus folles en concepts visuels. Jean-Baptiste Mondino, avec son élégance parisienne et son sens ciné de l'image, apportait une touche de sophistication provocatrice. Et David Fincher, le réalisateur de clips visionnaires, dont la caméra avait déjà magnifié Express Yourself, était l'homme qui allait donner vie à ces tableaux mouvants. L'ambiance était celle d'un laboratoire artistique où tout était permis, où les idées les plus extravagantes étaient accueillies avec enthousiasme plutôt qu'avec scepticisme. Des croquis de costumes audacieux aux chorégraphies complexes, des scénographies grandioses aux interludes vidéo, chaque détail était méticuleusement discuté, disséqué, puis reconstruit. Madonna était le chef d'orchestre de cette symphonie créative, son énergie inépuisable, sa vision d'une clarté absolue. Elle voulait un spectacle qui ne ressemblerait à aucun autre, qui fusionnerait la musique, la danse, le théâtre et la mode en une expérience immersive et inoubliable. C'est au milieu de cette effervescence que naquit l'idée de Vogue. Initialement pensée comme une face B pour un single, la chanson s'imposa rapidement comme un hymne à part entière. Inspirée par la culture underground des bals de drag queens de Harlem, où les danseurs voguaient, en imitant les poses des mannequins de mode, la mélodie entraînante et les paroles célébrant l'expression de soi devinrent le parfait contrepoint aux controverses. Vogue était une invitation à la libération, à la fantaisie, à l'élégance. Son impact fut immédiat. Le clip, réalisé par David Fincher, un chef-d'œuvre en noir et blanc, rendait hommage au glamour hollywoodien classique tout en restant profondément moderne et avant-gardiste. Il créa une tendance, un mouvement, un langage corporel que le monde entier allait bientôt adopter. Madonna sentait une excitation créative monter en elle, un sentiment de puissance artistique qu'elle n'avait jamais connu à ce degré. Elle était au sommet de son art, confiante dans sa capacité à innover, à provoquer, à laisser une empreinte indélébile. Le Blond Ambition Tour ne serait pas seulement une série de concerts, ce serait un événement culturel, une révolution à ciel ouvert.
Les jours s'étirèrent en semaines, les semaines en mois, dans elle enfer joyeux et exténuant des répétitions. Les hangars désaffectés transformés en studios, les planchers de danse maculés de traces de pas, l'air saturé de sueur, de musique et de la voix de Madonna, tantôt douce, tantôt impérieuse. Le Blond Ambition Tour n'était pas un simple spectacle, c'était une machine de guerre artistique, et Madonna en était le général, exigeant la perfection de chaque mouvement, de chaque note, de chaque transition. Les danseurs, un groupe hétéroclite de jeunes hommes dont l'énergie et le talent étaient aussi bruts que leur personnalité, étaient au cœur de cette création. Jos Gutiérrez, Luis Camacho, Salim Govlos, Gabriel Trupin, Oliver Krum Jr. Kevin Stea, Carlton Wilborn, ils étaient ses soldats, ses complices, sa famille de substitution sur la route. Madonna les poussait jusqu'à leurs limites physiques et émotionnelles, mais elle les protégeait aussi férocement. Les dynamiques étaient complexes, une discipline de fer mêlée à une camaraderie profonde, une hiérarchie claire mais aussi des moments de vulnérabilité partagés. C'est à ce moment précis qu'Alek Keshishian fit son apparition, une caméra à l'épaule, son regard curieux et discret. Il était là pour filmer les coulisses, pour capturer l'envers du décor, ce qui allait devenir le documentaire In Bed with Madonna. Au début, sa présence était une intrusion, un œil étranger dans un sanctuaire de travail acharné. Mais peu à peu, la caméra devint une extension de l'air ambiant, un témoin silencieux des tensions, de la fatigue, des rires francs et des larmes versées. Alek filma les moments de réprimande, quand Madonna, le visage tendu, reprenait un danseur sur un pas mal exécuté ou une attitude relâchée. C'est une performance, pas une soirée pyjama. Pouvait-on l'entendre crier, sa voix résonnant dans le grand espace. Mais il capta aussi les instants de tendresse, les confidences partagées dans les coulisses, les blagues potaches qui allégeaient l'atmosphère lourde. Il y eut ces scènes où elle les cajolait, les encourageait, les écoutait parler de leurs peurs, de leurs amours, de leurs aspirations. Elle était leur mère, leur sœur aînée, leur meilleure amie, et leur patronne exigeante, tout à la fois. Le perfectionnisme de Madonna était une force motrice. Elle ne laissait rien au hasard, révisant chaque costume, chaque accessoire, chaque lumière. Elle se mettait elle-même à l'épreuve, répétant inlassablement les chorégraphies, sa sueur perlant sur son front, ses muscles endoloris. Elle cherchait une authenticité dans la performance, une connexion humaine qui transcenderait le simple divertissement. Cette dualité entre la figure de leader implacable et la femme vulnérable, cherchant un écho dans les yeux de son équipe, était fascinante à observer. Elle se dénudait émotionnellement devant la caméra d'Alek, non pas par accident, mais avec une conscience aiguë de la performance même en privé. C'était une autre couche de son art, une autre façon de contrôler le récit, de montrer l'artiste derrière le personnage. L'air vibrait de cette tension créative, de cette quête incessante de la perfection, qui allait donner naissance à l'un des spectacles les plus emblématiques de l'histoire de la musique. Le 13 avril 1990, le rideau se leva pour la première fois sur le Blond Ambition Tour au Makuhari Messe de Chiba, Japon. L'air était chargé d'une électricité palpable, une attente frémissante qui parcourait la foule comme une onde de choc. Les premières notes retentirent et l'explosion d'énergie sur scène fut immédiate. Madonna apparut, transformée, iconique, dans une vision qui allait marquer l'histoire de la mode et du spectacle. Le public japonais, connu pour son enthousiasme mesuré, fut balayé par la force de la performance. Les yeux écarquillés, les visages fascinés, ils découvraient un spectacle d'une audace inouïe. La scénographie était grandiose, un mélange de cathédrale futuriste et de cabaret berlinois. Les costumes, oh les costumes! Le soutien-gorge conique de Jean-Paul Gaultier devint instantanément un symbole, une armure de femme fatale qui défiait les conventions du genre et de la sexualité. Les danseurs, vêtus de tenues inspirées du XVIIIe siècle, se mouvaient avec une grâce et une puissance stupéfiantes, créant des tableaux vivants qui rivalisaient avec les peintures des maîtres. Chaque numéro était une provocation délibérée, une exploration des thèmes chers à Madonna. La sexualité sous toutes ses formes, la religion et ses dogmes, l'identité et ses multiples facettes. Sur scène, elle incarnait tour à tour la Madone et la putain, la sainte et la pécheresse, brouillant les pistes, interrogeant les certitudes. La performance de Like a Virgin, avec ses danseurs évoquant des prêtres, simulant des actes sexuels sur un lit de velours rouge, était un coup de poing dans le ventre de la bienséance. Le public était en délire, un mélange de fascination, de choc et d'admiration. Les cris et les applaudissements se mêlaient aux murmures stupéfaits. Les critiques, malgré quelques réserves sur la provocation parfois jugée gratuite, furent largement dithyrambiques. Elles saluèrent l'audace artistique, la vision sans compromis de Madonna, et la manière dont elle avait redéfini les codes de la tournée pop. Ce n'était pas un simple concert, c'était un événement culturel, une déclaration artistique qui captivait l'attention mondiale. Les journaux japonais, puis américains, puis européens, se répandirent en éloges et en controverses, amplifiant la résonance du spectacle. Pour Madonna, c'était un triomphe. Une validation artistique éclatante après les attaques du « like a prayer » clip. Elle se sentait investie d'une puissance nouvelle, d'un contrôle absolu sur sa narration.
La scène était son terrain de jeu, son lieu de transformation, où elle pouvait canaliser sa douleur, sa colère, ses désirs, et les projeter sur des milliers de spectateurs. Elle anticipait les controverses à venir, les sifflets et les condamnations, mais elle les attendait avec un mélange de défi et d'excitation. Chaque critique serait une preuve de l'impact de son message, chaque interdiction une confirmation de sa pertinence. Le Blond Ambition Tour était lancé, et il allait secouer le monde. Le mois de mai 1990 vit le Blond Ambition Tour traverser l'océan pour les États-Unis, et avec lui, l'escalade inévitable des controverses. L'écho des condamnations du Vatican et de l'annulation du contrat Pepsi résonnait encore, mais Madonna, loin de fléchir, semblait galvanisée. Chaque nouvelle attaque ne faisait que renforcer sa détermination à pousser les limites, à défier les conventions. C'est à Toronto, au Canada, que la tempête éclata avec une virulence particulière. La performance de Like a Virgin, déjà controversée au Japon, fut jugée obscène par la police locale. La simulation d'actes sexuels sur scène, les danseurs aux poses suggestives, le lit de velours rouge, tout cela franchissait, selon les autorités, la ligne de la décence publique. La menace d'arrestation fut brandie. Des policiers se tenaient en coulisses, prêts à intervenir si le spectacle ne subissait pas de modifications. Madonna, informée de la situation, refusa catégoriquement de changer quoi que ce soit. Son visage était une étude de défi pur, ses yeux lançant des éclairs. « Je ne changerai rien », déclara-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. « Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là pour faire réfléchir, pour provoquer. » Elle considérait l'art comme un miroir, même si ce miroir reflétait des images dérangeantes pour certains. La liberté d'expression n'était pas négociable. La tension était palpable dans les coulisses, les danseurs nerveux, l'équipe technique sur les dents. Mais Madonna, elle, était impassible, un roc face à la vague de réprobation. Elle monta sur scène ce soir-là avec une énergie redoublée, chaque geste, chaque regard, chaque note imprégnée d'un défi silencieux. Le spectacle se déroula comme prévu, sans aucune modification. La police n'osa pas intervenir en plein concert, mais l'incident fit la une des journaux du monde entier, cimentant son image de rebelle indomptable. Puis vint l'annonce de la prochaine étape européenne du Tour, et avec elle, la fureur renouvelée du Vatican. L'Italie, pays profondément catholique, était prête à recevoir l'icône, mais non sans une levée de boucliers. Des évêques et des cardinaux dénoncèrent publiquement le « spectacle du péché », exhortant les fidèles à ne pas y assister, qualifiant Madonna de « messagère du diable ». Les journaux italiens étaient inondés de débats houleux, la population divisée entre la fascination pour l'artiste et la fidélité à l'Église. Pour Madonna, cette condamnation n'était pas une surprise, mais une confirmation. Elle était en plein bras de fer avec les institutions conservatrices, et elle en savourait chaque instant. Elle se sentait comme une guerrière, armée de sa musique et de sa vision, luttant pour la liberté de penser, de s'exprimer, d'explorer les tabous. Sa détermination était inébranlable. Elle croyait profondément que son art devait provoquer et faire réfléchir, même au prix du scandale. Le confort et la bienséance n'étaient pas ses alliés, la subversion et l'interrogation étaient ses armes. Le Blond Ambition Tour n'était pas seulement une série de concerts, c'était une croisade, et Madonna était prête à affronter toutes les batailles. La ligne était tracée, et elle ne reculerait devant rien. Le mois de juin 1990 s'ouvrit sur elle Italie comme un rideau de velours lourd, mais l'air y était déjà saturé d'une tension électrique. Le Blond Ambition Tour, après avoir secoué l'Amérique, s'apprêtait à déferler sur la terre des papes, des fresques sacrées et des traditions millénaires. Pour Madonna, ce n'était plus seulement une série de concerts, c'était un défi, une bataille culturelle annoncée sur les places publiques et les ondes radio. L'écho des condamnations du Vatican, déjà virulente lors du clip de Like a Prayer, résonnait désormais comme un tocsin, amplifié par la proximité du pouvoir ecclésiastique. Rome, la ville éternelle, était le premier champ de bataille. Les affiches du concert, audacieuses et provocantes, côtoyaient les icônes religieuses et les graffitis politiques sur les vieux murs ocre. La presse mondiale, depuis des semaines, s'était régalée du spectacle de cette confrontation à venir. Madonna était à la fois adulée par une jeunesse avide de liberté et de modernité, et vilipendée par les gardiens de la morale, les évêques et les cardinaux qui dénonçaient son blasphème et son obscénité. Chaque article, chaque débat télévisé, chaque sermon du dimanche ne faisait qu'attiser les flammes, transformant chaque performance en un acte de résistance. Dans les coulisses du Stadio Flaminio, l'atmosphère était lourde, mais étrangement stimulante. L'odeur de la laque, du maquillage et de la sueur se mêlait à celle des pizzas livrées à la hâte. Madonna, dans sa loge, les doigts agiles sur son visage qu'elle sculptait avec le maquillage, sentait la pression, mais aussi une excitation grandissante. Elle regardait son reflet, ses yeux perçants fixant l'image d'une guerrière. « Ils veulent que je recule », murmura-t-elle à Christopher, son frère, qui ajustait un élément de son costume. « Mais je ne suis pas faite pour reculer. Je suis faite pour avancer, pour briser ce qui est figé. » La pression du Vatican était à son comble. Des communiqués officiels s'empilaient, exhortant les fidèles à ne pas assister à ce spectacle impie.
Des manifestations s'organisaient aux abords des stades, des chapelets en main, des pancartes brandies. Mais chaque attaque, chaque mot de condamnation, loin de l'intimider, renforçait Madonna dans sa mission. Elle y voyait une confirmation de la nécessité de son art. Si elle provoquait une telle réaction, c'est qu'elle touchait un nerf, qu'elle remettait en question des vérités établies. Elle se sentait au centre d'une révolution culturelle, une artiste utilisant sa scène comme un champ de bataille pour ses idéaux. Le soir du concert à Rome, l'air était électrique. La foule, un océan de visages, était un mélange éclectique. Des jeunes filles en jupe courte et croix pendant, des couples plus âgés curieux ou scandalisés, des fans venus de toute l'Europe. Lorsque les premières notes de « Express Yourself » retentirent, et que Madonna apparut, drapée dans sa puissance et son soutien-gorge conique, un rugissement monta de la foule. C'était un mélange d'adoration et de défi. Les phares balayaient la scène, révélant la grandeur de la scénographie, les corps sculptés des danseurs, les couleurs vives des costumes. Lors de la performance de « Like a Virgin », la tension atteignit son paroxysme. Le lit de velours rouge, les danseurs aux allures de prêtres, la simulation des actes sexuels sur scène, chaque mouvement était scruté, analysé, jugé. Les sifflets se mêlaient aux acclamations. Certains membres du public se couvraient les yeux, d'autres levaient les poings en signe de triomphe. Madonna, elle, était impassible, le visage tendu d'une concentration intense, mais ses yeux brillaient d'une lueur de victoire. Elle ne jouait pas seulement un rôle, elle vivait son message. Elle transformait la résistance en carburant, chaque critique en une affirmation de sa liberté. Elle était là, au cœur de l'Empire catholique, à défier ses fondements, et elle ne reculait devant rien. Le défi était audacieux, mais elle était convaincue de sa justesse. L'été de cette année 1990 fut un tourbillon incessant de concerts, de voyages et de controverses, mais aussi une période d'une intimité paradoxale, capturée par l'œil discret de la caméra d'Alek Keshishian. Le réalisateur, tel une ombre bienveillante, suivait Madonna et sa troupe dans les coulisses moites, les loges exiguës, les avions privés luxueux et les chambres d'hôtel impersonnelles. Sa présence, d'abord une source de gêne, s'était fondue dans le décor, la caméra devenant une extension silencieuse du quotidien, un témoin privilégié des moments les plus révélateurs. L'atmosphère des coulisses était celle d'un confessionnal et d'un huis clos. L'odeur âcre de la sueur séchée se mêlait au parfum entêtant du maquillage et à la poussière des planches. Les lumières tamisées des couloirs contrastaient avec l'éclat aveuglant de la scène, créant un espace de transition où les barrières tombaient, où le personnage public laissait place à la femme, à la mère, à l'ami. Alec capturait ces instants volés, un rire épuisé après un concert triomphal, une dispute tendue entre danseurs, une confidence murmurée à l'oreille de Christopher. Madonna, malgré son image publique de contrôle absolu, laissait transparaître des failles, des doutes, des moments d'une vulnérabilité désarmante. Elle savait que la caméra était là, mais elle semblait l'oublier par moments, ou peut-être choisissait-elle délibérément de se révéler, de montrer une facette plus humaine et complexe de sa personnalité. Dans un coin de loge, allongée sur un canapé usé, elle se confiait sur la solitude du sommet, sur le fardeau de la célébrité, sur le manque de sa mère. Les mots sortaient d'une voix rauque de fatigue, mais empreintes d'une sincérité rare. « Je me sens parfois si seule », avouait-elle à la caméra, ses yeux brillants d'une larme rentrée. « Les gens pensent que je suis invincible, mais je suis juste moi. » Les relations avec ses danseurs étaient au cœur de cette intimité révélée. Kevin Stea, Carlton Wilborn, ils étaient bien plus que de simples exécutants. Ils formaient une famille de substitution, une tribu d'âmes libres et marginales, unis par la passion de la danse et l'adoration pour leur reine. Alec filma leurs jeux, leurs blagues, leurs querelles, mais aussi leurs moments de tendresse. Il y avait ces scènes où Madonna les cajolait, les écoutait parler de leurs amours, de leurs peurs, de leurs identités. Elle les encourageait à être eux-mêmes, à embrasser leur singularité. Une nuit, après un concert particulièrement intense, elle les réunit dans sa suite et ils jouèrent à action ou vérité, se révélant des secrets intimes, des peurs enfantines. La caméra de Keshishian, dans la pénombre, captait les rires, les silences gênés, les regards échangés. Ce désir de montrer une facette plus humaine et complexe de sa personnalité était une lutte interne. D'un côté, l'envie de se protéger, de maintenir la façade de l'invincible. De l'autre, le besoin de se révéler, de briser le mythe pour toucher le cœur de son public. Mais même dans ces moments d'abandon apparent, il y avait une conscience aiguë de la performance, même en privé. Madonna était une artiste, et sa vie elle-même était une scène. Elle savait que chaque geste, chaque mot, serait analysé, interprété. C'était une danse délicate entre l'authenticité et la mise en scène, une ligne floue qu'elle explorait avec une maîtrise déconcertante. Le documentaire allait devenir une œuvre d'art à part entière, un autoportrait complexe et fascinant, révélant la femme derrière l'icône, sans jamais la démythifier complètement. Pendant que le Blond Ambition Tour enflammait les scènes européennes et que les caméras d'Alec Keshishian capturaient les coulisses de cette frénésie, Madonna menait une autre bataille, sur un front différent, Hollywood.
Le printemps et l'été 1990 virent la sortie de l'album I'm Breathless, bande originale du film Dick Tracy, dans lequel elle tenait le rôle de Breathless Mahoney. Cette incursion dans le monde du cinéma n'était pas nouvelle pour Madonna, mais elle était différente. Elle était le fruit d'une collaboration intense et d'une romance médiatisée avec Warren Beatty, l'acteur et réalisateur du film, un homme dont le charisme et la légende hollywoodienne étaient aussi imposants que les gratte-ciel de New York. L'album I'm Breathless était une œuvre singulière, un hommage aux comédies musicales de Broadway et aux airs de jazz des années 30. Des titres comme Vogue, déjà un hymne planétaire, côtoyaient des chansons plus sophistiquées comme Sooner or Later, qui allait lui valoir un Oscar. C'était une preuve de sa polyvalence artistique, une tentative de se réinventer, de se prouver capable d'évoluer au-delà des rythmes pop qui l'avaient propulsée au sommet. Elle voulait être prise au sérieux en tant qu'artiste complète, pas seulement comme une provocatrice. Le tournage de Dick Tracy avait été une expérience intense. Warren Beatty, figure emblématique du cinéma américain, était un perfectionniste, un homme de pouvoir et de charme. Leur relation, qui s'était épanouie sur le plateau, était un mélange complexe d'admiration mutuelle, de compétition intellectuelle et de passion. Sur scène, Madonna était la maîtresse incontestée. Sur le plateau, elle était l'élève, l'actrice en devenir, soumise à la vision du réalisateur. Elle aspirait à être reconnue pour son talent d'actrice, mais les critiques restaient mitigées, souvent éclipsées par son image de pop star. L'atmosphère autour du film était un mélange de glamour hollywoodien et de pression constante. Les avant-premières étaient des défilés de stars, les interviews promotionnelles des numéros d'équilibristes où Madonna devait jongler entre son personnage de Breathless Mahoney et son alter ego de reine de la pop. La ligne entre la vie privée et la vie publique était de plus en plus floue. Warren Beatty, habitué à contrôler son image, fut confronté à la machine médiatique Madonna, qui ne laissait rien au hasard. Leurs conversations, souvent filmées par Alec Keshishian pour le documentaire, révélaient la dynamique de leur relation. Beatty, plus réservé, cherchant à protéger son intimité, Madonna, au contraire, utilisant la caméra pour se révéler, pour défier les conventions. Dans l'intimité de sa loge, entre deux prises, Madonna réfléchissait à cette nouvelle aventure. Son ambition artistique dans ce nouveau domaine était immense. Elle voulait prouver sa polyvalence, briser les étiquettes. Mais la confrontation avec les attentes et les critiques du monde du cinéma était rude. On la jugeait souvent plus pour son nom et son image que pour sa performance. C'était une exploration de son identité au-delà de la musique, une tentative de se définir autrement. Mais même dans cette quête, elle restait Madonna, avec son désir insatiable de provoquer, d'interroger, et de laisser sa marque, quel que soit le médium. La romance avec Beatty était une autre performance, une autre façon de vivre sa vie sous les projecteurs, mais elle était aussi une femme vulnérable, cherchant l'amour et la reconnaissance, même au milieu du chaos médiatique. Alors que l'été basculait de juillet à août 1990, le Blond Ambition Tour entamait sa dernière étape européenne, et le spectacle était devenu bien plus qu'une simple série de concerts. C'était une institution, un phénomène culturel qui avait transcendé les frontières de la musique pour s'inscrire dans l'histoire des mouvements sociaux et artistiques. Les incidents et les altercations avec les autorités, loin de s'estomper, continuaient de ponctuer la tournée, mais ils n'avaient plus le même pouvoir d'intimidation. Ils étaient désormais perçus comme des confirmations, des validations de la force indomptable de Madonna. À Londres, puis à Paris, à Berlin, les salles étaient pleines à craquer, l'énergie du public palpable, presque électrique. Les spectateurs ne venaient pas seulement voir un concert, ils venaient assister à un événement, à une déclaration. Les fans, galvanisés par les controverses, arboraient fièrement des t-shirts à l'effigie de Madonna, des croix pendantes, des sous-vêtements apparents. Ils étaient les témoins et les acteurs d'une révolution en marche. La presse, qui avait d'abord vilipendé, commençait à revoir son jugement, reconnaissant l'impact profond et la portée visionnaire du spectacle. Les critiques ne cessaient pas, mais elles étaient désormais contrebalancées par des éloges sur l'audace, l'intelligence et la maîtrise artistique. Madonna, malgré l'épuisement physique qui commençait à se faire sentir après des mois de performances intenses, était plus triomphante que jamais. Chaque concert était une victoire, chaque critique un renforcement de sa légende. Elle était devenue une force inarrêtable, une icône qui ne reculait devant rien, transformant chaque obstacle en tremplin. Les coulisses résonnaient des rires et des célébrations, l'équipe et les danseurs partageant un sentiment de camaraderie et d'accomplissement. Ils étaient une famille, soudée par l'adversité et le succès, conscients de faire partie de quelque chose d'historique. Jose, Louis, Kevin, Salim. Ils étaient devenus des stars à part entière, leur personnalité brillante capturée par la caméra d'Alec Keshishian, leur voix portant le message de liberté et d'acceptation. Au fil des dernières dates, Madonna sentait son corps lourd, ses muscles endoloris, sa voix parfois éraillée par la fatigue. Les nuits étaient courtes, les journées interminables, rythmées par les voyages, les répétitions de dernière minute et les obligations médiatiques. Pourtant, son esprit restait vif, son regard toujours perçant. Elle ressentait un triomphe moral immense.
Elle avait non seulement prouvé qu'elle pouvait résister à la pression des institutions religieuses et conservatrices, mais elle avait aussi utilisé cette résistance pour amplifier son message. Le spectacle était devenu un symbole de liberté d'expression, d'émancipation sexuelle, et d'acceptation des identités marginales, notamment pour la communauté LGBTQ qu'il avait adoptée comme une sainte patronne. Elle pensait à la douleur de son enfance, à la perte de sa mère, à la rigidité de son père, aux luttes de ses débuts à New York. Tout cela, elle l'avait transformé en un pouvoir tangible, une force créatrice qui déplaçait des montagnes et ouvrait les esprits. Elle avait une conscience aiguë de son influence, de la manière dont sa voix et ses gestes résonnaient chez des millions de personnes à travers le monde. Le Blond Ambition Tour était plus qu'une série de concerts. C'était un mouvement, une révolution, et elle en était la figure de proue, épuisée mais glorieuse, prête à laisser son empreinte indélébile sur l'histoire. Le rideau tomba pour la dernière fois sur le Blond Ambition Tour à Nice, en France, au début du mois de septembre 1990. Un silence assourdissant, lourd de l'énergie collective qui venait de s'éteindre, envahit le palais Nicaïa. L'épuisement était palpable, une vague douce et profonde qui submergeait Madonna et toute son équipe. Mais avec l'épuisement venait aussi un sentiment de libération immense, la sensation d'avoir accompli quelque chose de monumental, d'avoir touché à l'histoire. Dans les coulisses, l'atmosphère était empreinte d'une douce mélancolie. L'odeur du désinfectant et des fleurs fanées remplaçait celle de la sueur et de la laque. Les danseurs, les visages marqués par la fatigue mais les yeux brillants d'émotion, se serraient dans les bras, les larmes coulant librement. C'était la fin d'une ère, la dissolution d'une famille éphémère mais intensément liée. Madonna, le corps endolori, la voix éteinte, se tenait au centre de sa loge, observant le ballet silencieux des techniciens qui démontaient le décor. Elle se sentait vidée, mais aussi remplie d'une fierté incommensurable. Elle repensa au chemin parcouru, aux millions de visages rencontrés, aux milliers de bras levés, aux polémiques incessantes, aux menaces, aux condamnations. Tout cela avait contribué à forger le sens de ce tour. Elle avait transformé sa propre douleur, la perte, l'abandon, la quête de reconnaissance en une œuvre d'art collective et puissante. Chaque chanson, chaque chorégraphie, chaque costume portait en lui un message de liberté, d'émancipation, d'acceptation. Elle avait utilisé sa plateforme pour défier les dogmes, pour célébrer la sexualité, pour donner une voix aux marginaux, pour défendre les droits LGBTQ à une époque où le silence était encore la norme. Alec Keshishian, avec sa caméra fidèle, captura ces derniers instants charnières. Il filma Madonna assise, seule, dans sa loge, le maquillage légèrement coulé, les cheveux en bataille. Elle n'avait plus le masque de la guerrière, mais le visage d'une femme profondément contemplative. Elle parlait à la caméra, sa voix basse, presque un murmure. Ce tour, c'était plus que de la musique. C'était une déclaration, une question. Est-ce que nous sommes prêts à être libres? Est-ce que nous sommes prêts à aimer qui nous voulons, à être qui nous voulons? Elle marqua une pause, ses yeux balayant la pièce vide. J'ai mis toute ma vie, toutes mes blessures, toute ma force dans ce spectacle. Et je crois que ça a marché. Ce moment d'introspection était une catharsis. L'énergie collective du tour se dissipait pour laisser place à un silence profond, un mélange d'accomplissement et du vide post-performance. Elle avait créé un mouvement, elle avait touché des cœurs et des esprits, elle avait changé la conversation. La douleur transformée en pouvoir n'était plus un concept abstrait, c'était une réalité tangible, inscrite dans l'histoire de la pop culture. Elle avait prouvé que l'art pouvait être une arme, un bouclier, un miroir, et un catalyseur de changement. Le Blond Ambition Tour était achevé, mais son écho allait résonner bien au-delà des scènes qu'il avait foulées, marquant à jamais la légende de Madonna. Le rideau était tombé, mais le silence qui suivit la dernière note, le dernier éclair de lumière sur la scène de Nice, ne fut pas un vide. Il était lourd, saturé de l'écho des acclamations, du parfum persistant de la sueur et de l'adrénaline, et surtout, du poids d'une histoire qui venait de s'écrire. Pour Madonna, l'épuisement physique était une chape de plomb, mais l'esprit, lui, commençait déjà sa lente et nécessaire digestion. La route s'était tue, les cris de la foule s'étaient éteints, et les heures de sommeil retrouvées n'étaient qu'un baume temporaire sur des mois d'une intensité inouïe. Les premières semaines après le Blond Ambition Tour furent une plongée dans un calme relatif, étrange et presque déroutant. Le rythme effréné des voyages, des répétitions, des performances, avait laissé place à une quiétude que Madonna n'avait pas connue depuis longtemps. Elle flottait dans cet entre-deux, entre l'euphorie de l'accomplissement et une lassitude profonde qui s'insinuait jusque dans ses os. New York accueillit de nouveau, avec son bourdonnement incessant, mais la ville semblait différente, comme si son propre tumulte s'était apaisé en elle. Les bruits de la rue, autrefois stimulants, prenaient parfois une résonance lointaine, presque irréelle. Elle passait des heures dans le silence de son appartement, les fenêtres donnant sur le panorama urbain, un café tiède à la main, revoyant mentalement des fragments du tour. Le soutien-gorge conique de Gautier sous les lumières stroboscopiques, les visages extatiques de ses danseurs, les expressions choquées ou adoratrices de la foule. Mais cette période de répit n'était qu'un prélude à une nouvelle phase de travail intense, quoique d'une nature différente.
Le documentaire d'Alek Keshishian, cette chronique intime et sans filtre des coulisses du tour, était loin d'être achevé. Il s'agissait désormais de lui donner forme, de le monter, de le sculpter pour qu'il raconte sa vérité. Madonna était profondément impliquée dans chaque étape du processus. Pour elle, ce film n'était pas seulement un enregistrement. C'était une extension de son art, une ultime performance, où elle contrôlait non pas les gestes sur scène, mais le récit de sa propre histoire. Les salles de montage devinrent son nouveau sanctuaire. L'air y était frais, imprégné de l'odeur des bandes magnétiques, du café froid et de la concentration. Des bobines s'empilaient, des centaines d'heures de rush, des moments bruts, intimes, vulnérables. Alek Keshishian était là, son regard toujours aussi affûté, son calme une encre dans l'intensité de Madonna. Ensemble, ils passaient des journées entières, parfois des nuits, devant les écrans qui crépitaient, à visionner, sélectionner, couper, assembler. Madonna était exigeante, son œil perçant ne laissait rien passer. Non, ça, on coupe. Ça, c'est trop facile. Ou au contraire, ça, c'est important. Ça montre la vérité. Elle revoyait les scènes où elle était la patronne intransigeante, la perfectionniste acharnée, mais aussi celles où elle était la confidente, l'amie, la figure maternelle pour ses danseurs. Les moments de tension avec Warren Beatty, les confidences sur son passé, les rires francs et les larmes discrètes, tout était là, exposé, cru. La caméra d'Alek avait capturé une authenticité rare, et Madonna savait qu'elle tenait là une arme à double tranchant. La tentation était grande de lisser les angles, d'édulcorer les passages les plus controversés, de se présenter sous un jour plus favorable. Mais sa nature profonde, son instinct d'artiste, la poussait à l'audace. Elle voulait montrer la complexité, les contradictions, les zones d'ombre. Elle voulait que le public la voie telle qu'elle était, avec ses faiblesses et sa force inébranlable. Christopher, toujours à ses côtés, observait cette métamorphose du processus créatif. Il connaissait sa sœur mieux que quiconque, ses doutes, ses peurs, ses ambitions démesurées. Il la voyait se battre avec son image, avec la perception du public. « Tu ne peux pas tout contrôler », lui avait-il dit un jour, alors qu'elle hésitait sur une séquence particulièrement révélatrice. « Mais je peux essayer », avait-elle répondu, ses yeux fixant à l'écran avec une détermination farouche. Elle voulait s'assurer que le récit qu'elle offrait au monde était le sien, non pas une version édulcorée par les médias ou déformée par les jugements hâtifs. C'était un besoin viscéral de reprendre le contrôle de sa propre histoire, après des années où elle avait été décortiquée, analysée et souvent caricaturée. La post-production du documentaire devint un acte de réappropriation, un moyen de transformer l'expérience brute et chaotique de la tournée en une déclaration artistique cohérente et puissante. Le printemps 1991 vit l'aboutissement de ce travail acharné. Mais, le mois des fleurs, mais aussi celui de la révélation. Le documentaire, rebaptisé In Bed with Madonna pour le public français, et Trousseur d'art dans le monde anglophone, sortit sur les écrans du monde entier. La première fut un événement en soi, un tourbillon de flashs de paparazzi, de questions pressantes, de visages curieux et anxieux. Madonna apparut, sereine, vêtue d'une élégance sobre, le regard à la fois défiant et vulnérable. Elle savait ce qu'elle avait créé. Le film fut une bombe, un choc frontal pour le public et la critique. Jamais auparavant une superstar n'avait offert une immersion aussi crue, aussi intime, dans les coulisses de sa vie. Les caméras d'Alek Keshishian avaient capturé des moments de grandeur sur scène, mais aussi les doutes, les colères, les rires, les larmes, les moments de tendresse et les disputes. Le public découvrait une Madonna loin de l'image polie des clips vidéo. Une femme complexe, exigeante, parfois tyrannique, mais aussi incroyablement humaine, fragile et profondément attachée à sa famille de danseurs. La réaction fut immédiate et polarisée. D'un côté, une vague d'éloges. Le film fut salué pour son audace, sa franchise, son caractère novateur. Les critiques louèrent la manière dont il brisait les conventions du documentaire de célébrité, offrant une fenêtre inédite sur l'âme d'une artiste. Il montrait les coulisses d'une création artistique colossale, mais aussi les relations humaines qui la sous-tendaient, la vulnérabilité de l'artiste face à la pression médiatique, sa quête d'amour et de reconnaissance. Pour beaucoup, c'était une œuvre d'art à part entière, un autoportrait audacieux. De l'autre côté, la controverse. Le film fut accusé d'exhibitionnisme, de narcissisme, d'être une performance calculée de la vie privée. Les scènes où Madonna se montre nue sous la douche, où elle simule une fellation sur une bouteille, où elle taquine son père avec un langage cru, où elle embrasse ses danseurs sur la bouche, choquèrent une partie du public. Les conservateurs crièrent au scandale renouvelé, dénonçant une nouvelle fois la vulgarité de l'artiste. La presse s'empara des passages les plus sulfureux, alimentant les débats houleux dans les médias. Pour Madonna, l'état psychologique était un mélange de libération et de nouvelles confrontations. Elle avait choisi de se montrer telle qu'elle, avec ses contradictions, ses failles, ses provocations. C'était une forme de catharsis, une manière de dire « voilà qui je suis ». Prenez-le ou laissez-le. Elle ressentait une joie profonde d'avoir réussi à briser les conventions du documentaire de célébrité, d'avoir ouvert la voie à une nouvelle forme de narration personnelle.
Mais elle était aussi, une fois de plus, face au jugement public, à la dissection de son intimité. Pourtant, loin de l'affaiblir, cette nouvelle vague de controverses ne fit que renforcer son mythe. Le film, loin de la démythifier, lui donna une profondeur, une complexité qui manquait parfois à son image publique. Elle était désormais non seulement une icône pop, mais aussi une figure de la liberté d'expression, une artiste qui osait tout, même se mettre à nu devant le monde, pour mieux contrôler son propre récit. L'année 1992 fut une année charnière, non pas de répit, mais d'une intensification audacieuse et délibérée. Loin de se reposer sur les lauriers du Blond Ambition Tour et du succès critique et commercial du documentaire, Madonna choisit de pousser les limites encore plus loin, de s'engouffrer dans le tourbillon qu'elle avait elle-même créé. Elle ne voulait pas seulement provoquer, elle voulait éduquer, faire réfléchir, démanteler les tabous autour de la sexualité et de l'identité. C'est dans cet esprit qu'elle lança 2 projets d'une audace sans précédent, le livre Sexe et l'album Erotica. Le livre Sexe fut un véritable manifeste, un pavé dans la mare des conventions. Publié en octobre 1992, il était un recueil de photographies explicites et de textes érotiques, mettant en scène Madonna dans diverses situations sexuelles, avec des hommes et des femmes, explorant le fétichisme, le bondage, le sadomasochisme. Herb Ritts, le photographe de célébrité, était derrière l'objectif, capturant des images d'une beauté crue et d'une provocation intentionnelle. Le livre était emballé dans une pochette en mylar argenté, scellé, comme un objet interdit, renforçant l'aura de mystère et de scandale qui l'entourait. L'atmosphère qui précéda et suivit la publication fut celle d'un choc frontal, d'une saturation médiatique autour de la sexualité. Les magazines, les journaux, les émissions de télévision du monde entier ne parlaient que de ça. Les critiques furent virulentes, allant de l'accusation de pornographie à celle d'opportunisme. Des librairies refusèrent de le vendre, des gouvernements tentèrent de l'interdire. Mais pour Madonna, c'était précisément le but. Elle voulait forcer la conversation, obliger les gens à regarder en face ce qui était souvent relégué dans l'ombre et la honte. Elle voulait célébrer la sexualité sous toutes ses formes, la normaliser, la démystifier. En parallèle, l'album Erotica sortit, compagnon sonore du livre. Musicalement, c'était une œuvre plus sombre, plus expérimentale que ses prédécesseurs, avec des rythmes de danse profonds et des paroles explicites explorant le désir, le plaisir, la domination et la soumission. Des titres comme Erotica, Deeper and Deeper ou Bad Girl étaient des explorations audacieuses de la sexualité féminine, de la liberté d'être et de désirer sans entrave. Le clip vidéo d'Erotica, réalisé par Fabien Baron, était également provocateur, montrant des images de sadomasochisme et de voyeurisme, renforçant le lien entre l'album et le livre. Madonna était alors perçue comme la figure la plus transgressive et la plus audacieuse de la culture pop. Son état psychologique était celui d'une volonté délibérée de choquer et d'éduquer. Elle était consciente de la polémique qu'elle soulevait, mais elle la considérait comme nécessaire. Elle croyait en la puissance de l'art pour briser les tabous, pour ouvrir les esprits, pour faire avancer la conversation. Elle ne reculait devant aucune exploration, aucune limite. Elle était une pionnière, prête à affronter la colère et l'incompréhension pour ses convictions. Elle avait le sentiment d'avoir une mission, celle de défier les normes et de libérer les esprits. Chaque critique, chaque condamnation, n'était qu'une preuve supplémentaire que son travail était pertinent, qu'il touchait un nerf sensible dans la société. Elle était déterminée à ne jamais se reposer sur ses lauriers, à toujours repousser les frontières, à toujours être en avance sur son temps. Au fur et à mesure que les années 90 s'éteignaient et que l'aube du nouveau millénaire se levait, une réévaluation silencieuse, puis de plus en plus affirmée, commença à s'opérer concernant l'œuvre et l'impact de Madonna, en particulier l'ère 1990 et le Blond Ambition Tour. Le temps, ce grand arbitre, commençait à opérer sa magie, transformant le scandale en clairvoyance, et l'outrage en audace visionnaire. Ce qui avait été décrié comme de la pure provocation commença à être reconnu comme une exploration avant-gardiste des enjeux sociétaux. L'atmosphère de cette période était celle d'une reconnaissance tardive, où le recul permettait de comprendre l'impact profond et la pertinence durable de ses actions. Les articles de presse, autrefois virulents, se firent plus nuancés, puis carrément élogieux. Les universitaires commencèrent à analyser son œuvre, non plus comme un simple phénomène pop, mais comme un sujet d'étude sérieux en sociologie, en études de genre, en histoire de l'art. Des conférences, des essais, des thèses furent consacrées à la manière dont Madonna avait bousculé les codes, remodelé les perceptions et ouvert des dialogues essentiels. Le Blond Ambition Tour, en particulier, fut réexaminé sous un nouveau jour. On ne le considérait plus seulement comme une tournée de concerts provocatrice, mais comme un événement culturel majeur qui avait redéfini les standards de la performance scénique. Le soutien-gorge conique de Jean-Paul Gaultier, autrefois objet de moquerie ou de scandale, était désormais célébré comme une icône de la mode, une pièce de musée symbolisant le pouvoir féminin. La chanson Vogue était devenue un hymne intemporel, son clip un chef-d'œuvre esthétique et une célébration de la culture ballroom LGBTQ. Son influence sur la pop culture était devenue indéniable. Des artistes plus jeunes, qui avaient grandi en l'écoutant et en la regardant,
commençaient à citer Madonna comme une inspiration majeure, une pionnière qui leur avait ouvert la voie. Elle reprenait ses codes, ses audaces, ses messages d'émancipation. Le féminisme, les droits LGBTQ, la liberté d'expression sexuelle, tous ces thèmes, qu'elle avait abordés de front à une époque où ils étaient encore largement tabous, furent reconnus comme des contributions essentielles à l'avancement des mentalités. L'état psychologique de Madonna à cette époque était probablement celui d'une profonde satisfaction, d'un sentiment de validation pour les combats passés. Elle avait supporté les critiques, les jugements, les attaques personnelles, fidèle à sa vision. Voir ces messages perdurer, influencer les générations futures, et être finalement compris et célébré, devait être une source de fierté immense. Elle était passée du statut de paria à celui de prophétesse, une artiste dont la préscience était devenue évidente avec le temps. La douleur de l'incompréhension, de la marginalisation, s'était transformée en la douce victoire de la reconnaissance. Elle n'avait jamais cherché à être aimée de tous, mais à être respectée pour son intégrité artistique et sa capacité à faire évoluer les consciences. Et c'est précisément ce que le temps lui accordait désormais. Aujourd'hui, alors que les années 2010 s'étirent et que le présent continue de se tisser, l'héritage de Madonna Louise Ciccone est plus que jamais une légende vivante, un monument érigé à la résilience et à la réinvention. Elle n'est plus seulement une superstar, elle est une icône intemporelle, une figure étudiée, célébrée, et parfois encore contestée, mais jamais ignorée. Son parcours est devenu le récit archétypal de l'artiste qui a osé transformer la douleur personnelle et sociétale en un pouvoir artistique et culturel d'une force inouïe. L'impact indélébile de l'année 1990, avec le Blond Ambition Tour et la controverse de Like a Prayer, reste la pierre angulaire de sa mythologie. Ce fut l'année où elle s'est cimentée, non pas seulement comme une artiste pop à succès, mais comme une force de la nature, une intellectuelle de la culture populaire, une guerrière de la liberté. Chaque soutien-gorge conique, chaque pas de vogue, chaque confession intime du documentaire In Bed with Madonna sont devenus des symboles gravés dans l'inconscient collectif, des références que l'on retrouve dans la mode, la musique, le cinéma, et même dans les discours sociaux. L'atmosphère qui entoure Madonna aujourd'hui est celle d'une reconnaissance presque universelle de son génie visionnaire. Son œuvre est examinée dans les universités, ses clips analysés par les critiques, ses looks décortiqués par les designers. Elle a pavé la voie à d'innombrables artistes qui ont osé explorer leur sexualité, défier les normes de genre et utiliser leur plateforme pour des messages politiques et sociaux. Le féminisme, la lutte pour les droits LGBTQ, la déconstruction des tabous religieux, tous ces combats qu'elle a menés avec une audace farouche ont trouvé leur écho et leur prolongement dans les générations suivantes. L'état psychologique de Madonna, à l'aube de son 7e ou 8e acte, semble avoir atteint une forme de sérénité acquise. Elle a traversé les tempêtes, bravé les condamnations, survécu aux critiques les plus acerbes. Elle a vu le monde rattraper les idées qu'elle avait lancées des décennies auparavant. Cette acceptation de son parcours, de son influence intemporelle, lui confère une dignité nouvelle. Elle a prouvé, maintes et maintes fois, que la vulnérabilité pouvait être une force, que la provocation pouvait être une forme d'éducation, et que le rejet pouvait être le terreau de la réinvention. Le récit de la transformation de la douleur en pouvoir n'est pas seulement une anecdote biographique. Il est devenu le fil rouge de sa carrière, la clé de compréhension de son œuvre. La perte précoce de sa mère, la complexité de sa relation avec son père, les luttes de ses débuts, les relations tumultueuses, les critiques incessantes, toutes ces épreuves ont été canalisées, sublimées et projetées sur la scène mondiale, non pas comme des faiblesses, mais comme des sources inépuisables de force créatrice. Elle a montré au monde que la douleur n'est pas une fin en soi, mais un catalyseur, une énergie brute à modeler, à transformer en quelque chose de beau, de puissant, d'éternel. Madonna, l'icône, continue de danser, de chanter, de provoquer, mais surtout, d'inspirer, son héritage résonnant comme un écho infini dans les couloirs de l'histoire de la culture.